Sous une lune pleine, dans la forêt dense qui entoure Djalé, un cri déchire la nuit. Pas un cri humain, mais un hurlement rauque, comme si la terre elle-même gémissait. Les arbres frémissent, leurs branches griffant le ciel étoilé. Au cœur du village, les feux s'éteignent d'un coup, plongeant les maisons en banco dans l'obscurité. Une vieille femme, blottie sous sa couverture, murmure une prière, ses doigts serrant une amulette en bois. Les enfants se taisent, leurs yeux écarquillés fixant les ombres mouvantes. Quelque chose rôde ce soir à Djalé. Quelque chose que personne n'a vu depuis des générations. Mais tous savent ce que ce cri signifie. Quelqu'un a sifflé la nuit. Et maintenant, l'ombre est réveillée. Djalé est un village niché dans une clairière, là où la savane cède la place à une forêt épaisse, ces arbres si hauts que leurs cimes semblent toucher les étoiles. Les maisons, aux murs ocre ornés de motifs en spirale, s'alignent le long d'un sentier poussiéreux. La rivière, bordée de roseaux, scintille sous le soleil, et le chant des femmes pilant le mil résonne chaque matin. Mais la nuit, Djalé change. Les rires s'éteignent, les portes se verrouillent, et une règle ancienne plane comme un spectre, ne jamais siffler la nuit. Les anciens disent que siffler, c'est appeler les azizas, des esprits de la forêt, capricieux et dangereux. Un sifflement imprudent peut les tirer de leur sommeil, et leur colère est sans pitié. Les histoires parlent de corps retrouvés lacérés, d'âmes volées, et d'un sifflement maudit qui hante ceux qui osent défier l'interdit. Mbala est le doyen de Djalé, un homme de 70 ans, voûté mais robuste, dont la peau ridée raconte une vie de combat et de sagesse. Ses yeux gris, perçants comme ceux d'un faucon, semblent voir au-delà du monde visible. Il porte une tunique indigo usée, un collier de perles noires autour du cou, et un bâton sculpté qu'il tient toujours, comme un prolongement de son âme. Mbala est un gardien des traditions, mais il lutte avec un doute secret. A-t-il été trop dur avec les jeunes, trop attaché aux vieilles lois? Ce conflit intérieur le ronge, surtout face à son petit-fils, Lassana. Lassana, 17 ans, est un feu vif dans la quiétude de Djalé. Grand, avec des muscles taillés par le travail dans les champs, il a un visage anguleux, des pommettes hautes, et des yeux noirs qui brillent d'une rébellion douce. Ses cheveux rasés portent des motifs en spirale, un signe de son envie de se démarquer. Lassana rêve de liberté, de chansons qu'il invente en marchant, de voyages au-delà de la forêt. Mais sa fougue le pousse à défier les règles, à poser des questions interdites. Pourquoi craindre les azizas? Ne sont-ce pas des contes? Sa bravade cache une peur profonde, celle de décevoir Mbala, l'homme qu'il admire plus que tout. Nia, 16 ans, est l'amie d'enfance de Lassana, une fille au rire clair et au cœur loyal. Ses tresses courtes, ornées de perles en bois, dansent autour de son visage rond. Ses mains, marquées par le travail du forgeage auprès de son père, sont agiles et fortes. Nia est intuitive, sentant les dangers avant qu'ils ne frappent, mais elle lutte avec sa propre timidité, craignant de ne pas être à la hauteur des attentes. Elle suit Lassana partout, sa voix douce le ramenant à la raison, mais son affection pour lui la pousse parfois à le suivre dans ses imprudences. Un soir, alors que le soleil s'efface dans un éclat rougeoyant, un étranger arrive à Djalé. Sédou, un musicien itinérant d'une trentaine d'années, marche d'un pas léger, sa tunique multicolore flottant au vent. Une kora, harpe aux cordes scintillantes, pend à son épaule. Ses yeux pétillent d'une malice urbaine, et son sourire charme les villageois dès qu'il joue un air sous le tamarinier. Sédou vient de la ville, un monde de marchés bruyants et de lumières artificielles, et son insouciance détonne. Quand il siffle une mélodie joyeuse en installant son campement près de la rivière, sous les premières étoiles, Mbala s'approche, son bâton claquant sur le sol. « Bienvenue voyageur », dit-il, sa voix grave comme un tambour. Mais à Djalé, on ne siffle pas la nuit. Les azizas écoutent, et ils n'aiment pas être troublés. Sédou incline la tête, un sourire en coin. « Je respecterai vos règles, vieil homme. Juste un air pour l'âme. » Mais son regard trahit une curiosité provocatrice. Le lendemain, Sédou joue sa kora sous le tamarinier, ses doigts dansant sur les cordes, tirant des notes qui font vibrer les cœurs. Lassana et Nia, assis au premier rang, boivent ces histoires de vie lointaines. Après le récital, Sédou s'approche de Lassana. « Tu as du feu, garçon, dit-il, posant une main sur son épaule. Tu siffles comme un oiseau libre. Pourquoi ne pas créer tes propres chansons? » Lassana sourit, flattée, mais Nia fronce les sourcils. « Pas la nuit, murmure-t-elle, ses yeux scrutant la forêt. Sédou rit. Des esprits? Des contes pour enfants.
Lassana hésite, partagé entre l'admiration pour Sédou et les avertissements de Nia. Mais l'envie de briller l'emporte. Sous le ciel crépusculaire, il siffle une mélodie douce, un air qu'il a composé en pêchant. Les notes s'élèvent, claires, vibrantes. Sédou applaudit, mais Nia s'éloigne, le cœur lourd. Cette nuit-là, un vent glacé s'élève, inhabituel pour la saison sèche. Lassana, réveillé par un sifflement étrange, un écho rauque de sa propre mélodie, se redresse sur sa natte. Le son semble venir de la forêt, guttural, comme une voix sous la terre. Il sort, pieds nus, la lune éclairant son chemin. Les arbres bruissent, et une ombre glisse entre eux, une silhouette floue, à peine humaine, avec des yeux blancs comme des braises. Lassana recule, trébuchant, et rentre en courant, le cœur battant. Il se convainc que c'était un rêve. Le lendemain, il raconte tout à Nia. Elle l'écoute, ses doigts triturant une perle, son visage pâle. « Tu as sifflé après le soleil, dit-elle, la voix tremblante. Tu as appelé quelque chose. » Juste un air, proteste Lassana, mais son assurance vacille. « Va voir Mbala, insiste-t-elle. » Lassana, trop fière, ignore son conseil. Mais les signes s'accumulent. Les chèvres hurlent sans raison, leurs yeux fous. Des empreintes griffues marquent la terre autour des maisons. Tantawa, une vieille tisserande, jure avoir entendu un sifflement sous sa fenêtre, comme un chant venu d'un autre monde. Les villageois murmurent, leur regard accusant Lassana et Sédou. Mbala confronte son petit-fils, son bâton frappant le sol. « Que as-tu fait » gronde-t-il. Les Azizas punissent ceux qui troublent leur repos. Lassana baisse les yeux, muet. Cette nuit-là, la terreur frappe. Lassana est réveillé par une douleur aiguë à ses chevilles. Il hurle, repoussant ses couvertures. Des marques noires, comme des empreintes de doigts brûlés, strient sa peau. Un sifflement résonne, juste derrière sa porte, rauque, menaçant. Il se lève, tremblant, et ouvre la porte. Là, dans l'obscurité, une créature se tient, mi-homme, mi-bête, avec des membres trop longs, une peau luisante comme du charbon mouillé, et des griffes acérées scintillant sous la lune. Ses yeux blancs, flamboyants, le fixent. Lassana claque la porte, s'adosse au mur, priant pour l'aube. Le lendemain, Djalé s'effondre dans la peur. Une chèvre est retrouvée éventrée près de la rivière, ses entrailles éparpillées comme une offrande macabre. Tantawa disparaît, son châle déchiré, taché de sang, accroché à un arbre. Les villageois se réunissent sous le tamarinier, exigeant des réponses. Mbala, le visage sombre, révèle une vérité ancienne. « Ce n'est pas un Aziza, dit-il, sa voix un murmure d'orage. C'est Kweku, l'ombre sifflante. Un chasseur de Djalé, il y a des siècles, qui a vendu son âme pour le pouvoir, sifflant des mélodies maudites. Les anciens l'ont banni dans la forêt, mais un sifflement peut le libérer. Il fixe Lassana. Tu l'as appelé. Il veut ton âme. » La panique éclate. Certains veulent fuir, mais Mbala les arrête. Kweku suit ceux qui l'invoquent. Fuir ne sert à rien. Il annonce un rituel pour bannir l'esprit, nécessitant du sang et du courage. Lassana, rongé par la culpabilité, décide de faire face. Nia refuse de le laisser seul, et Sédou, honteux de son rôle, insiste pour les rejoindre, Sakora à la main. Les nuits suivantes, Kweku frappe sans relâche. Un jeune garçon est retrouvé dans la forêt, le corps lacéré, ses yeux figés dans une terreur muette. Une maison prend feu sans raison, ses occupants échappant de justesse. Les sifflements en Djalé, résonnant dans les rêves, poussant les villageois à cacher leurs enfants. Lassana, Nia et Sédou cherchent des indices dans les récits des anciens. Nia découvre une légende. Kweku peut être piégé par un chant pur, mêlé de sang versé volontairement. Mais le rituel est dangereux, un faux pas, et l'ombre les dévora tous. La nuit du rituel arrive. La forêt gémit sous un vent glacial, ses arbres s'agitant comme des spectres. Mbala guide le trio vers une clairière où un autel ancien, couvert de lianes, se dresse sous la lune. Il trace un cercle de cendres, murmure des prières, et tend un couteau à Lassana. Le sang d'un coupable peut apaiser Kweku, dit-il. Siffle pour l'attirer. Lassana, tremblant, siffle sa mélodie. Le son s'élève, fragile, puis un hurlement déchire l'air. Kweku apparaît, sa silhouette massive emplissant la clairière, ses griffes traînant dans la terre. Ses yeux blancs brûlent,
et un sifflement rauque sort de sa gorge, tordant l'air. La bataille est sanglante. Kweku bondit, lacérant l'épaule de Sédou, qui hurle mais joue Sakura, ses notes frénétiques repoussant l'esprit. Nia, agile, lance des pierres, détournant son attention. M'Bala chante, son bâton frappant le sol, mais Kweku le projette contre un arbre où il s'effondre. Lassana, voyant son grand-père à terre, sent une rage l'envahir. Il siffle encore, attirant Kweku. L'esprit charge, mais Nia pousse Lassana, prenant un coup qui lui entaille le bras. Elle s'effondre, criant « L'autel! Vas-y !» Lassana tranche sa paume, son sang coulant sur l'autel. Une lumière aveuglante jaillit, et Kweku hurle, son corps se désagrégeant en fumée noire. Le sifflement s'éteint, laissant un silence lourd. Lassana s'effondre près de Nia, épuisée, tandis que Sédou aide M'Bala à se relever. À l'aube, Djalé renaît. Les empreintes s'effacent, les animaux se calment. Le village pleure Tantawa et le garçon, mais célèbre Lassana, Nia et Sédou. Lassana, plus sage, jure de respecter les règles. Nia, le bras bandé, lui sourit fier. Sédou, marqué, promet de ne plus siffler. M'Bala, affaibli mais vivant, pose une main sur l'épaule de Lassana. Un oiseau doit chanter, murmure-t-il, citant un proverbe, mais il doit savoir quand se taire. Lassana hoche la tête, les yeux humides. Djalé a payé un prix, mais la leçon est claire. Certaines vérités ne doivent pas être défiées. Et voilà l'histoire de l'écho de l'ombre à Djalé. Si elle vous a fait frissonner, dites-moi en commentaire, de quel pays nous regardez-vous? Merci d'être resté jusqu'au bout, à bientôt pour d'autres récits qui hanteront vos nuits.